Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ça y est, c'est fait. Le Conseil constitutionnel ivoirien a proclamé ce mardi 4 novembre définitivement élu le président sortant Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages. Après sa prestation de serment, l'homme entamera son 4e mandat, soit le 2e mandat de la 3e République. C'est donc l'épilogue d'un processus électoral assez tendu qui aura tenu en haleine les Ivoiriens, mais pas seulement. Alors, quels sont les enseignements véritables de cette présidentielle houleuse qui vient de s'achever et surtout, quels sont les défis du nouveau quinquennat du président Alassane Ouattara? Plusieurs invités avec moi pour en parler. Tiekoura Aboubakar Diaby, vous êtes un homme heureux. En ce moment, vous avez été un des membres de campagne. Vous avez été en charge de la campagne du président, du candidat Alassane Ouattara, délégué en charge de l'organisation et du protocole de la section française du RHDP, le parti au pouvoir. Alors le président Alassane Ouattara réussira-t-il à réconcilier les Ivoiriens qui auront été fracturés par cette présidentielle qui s'achève? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pascal Logbou, l'homme amer qui ne décolère pas. Mais que pensez-vous de la victoire définitive de l'homme que vous accusez d'avoir écarté de la présidentielle, le leader de votre parti, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo? Vous êtes justement le représentant en France du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. On en parle au cours de cette émission. Merci. Bonjour Richard, merci de m'avoir invité. Ogina Sea, membre du bureau politique du PDCI RDA, l'homme lucide qui n'était pas toujours d'accord avec les stratégies, ou du moins avec tout au sein de son parti, mais qui, par discipline, s'est plié à tout. Vous avez exclu tout plan B. La fin de l'histoire vous donne des raisons. On en parle au cours de cette émission. Merci. Bonjour, merci Ogina Sea d'avoir accepté notre invitation. Et le deuxième homme heureux et autour de cette table s'appelle Sigata Ouattara, vice-président de l'Union des cadres de la section française du RHDP, le parti au pouvoir. Quels sont les défis du nouveau président qui commence pour le président Alassane Ouattara et pour votre pays, la Côte d'Ivoire? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai avec moi ma consoeur Karine Oriot. Vous êtes journaliste, analyste politique, par ailleurs directrice de l'information de Quotient Live. Merci, consoeur. Merci beaucoup, Richard, pour l'invitation. Comme toujours, ce sont eux qui ont le dernier mot et tout processus électoral finit par eux. Les sages, c'est ainsi qu'il est convenu de les appeler. Les membres du Conseil constitutionnel ivoirien ont donc validé ce 4 novembre la victoire du président sortant Alassane Ouattara. On écoute la juge Chantal Nanaba Camara, la présidente du Conseil constitutionnel ivoirien. Considérant que la juridiction constitutionnelle n'a enregistré aucune réclamation, que par ailleurs l'examen des procès-verbaux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à affecter le résultat d'ensemble, conférant ainsi au scrutin toute sa légalité et sa légitimité, qu'il échait de proclamer le résultat définitif de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025, ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits, 8 568 456. Nombre de votants, 4 292 474. Taux de participation, 50,10%. Bulletin blanc, 66 788. Bulletin nul, 105 156. Suffrage exprimé, 4 187 318 ont obtenu. Monsieur Alassane Ouattara, 3 759
030 voix, soit 89,77%. Karine Orio, comment commencer cette émission sans une pensée pour ces Ivoiriens qui ont inutilement perdu la vie au cours de ce processus électoral? Et on pense notamment à ce gendarme dont la vocation était de servir la République et de protéger les citoyens et qui lui aussi aura perdu la vie. Peut-être devrons-nous, au XXIe siècle, cesser d'être le continent où les présidentielles doivent être des moments crisistiques où on perd inutilement la vie. Effectivement, les tensions avant l'élection dans nos pays, surtout de la sous-région, mais pas que, interpellent de plus en plus. Il y a des pertes de vies humaines, il y a des manifestations qui sont souvent violentes. Et la question aujourd'hui que l'on se pose, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des scrutins électoraux sans que forcément il y ait des pertes de vies humaines? Je pense que ça interroge tous les hommes politiques, toute la classe, de tous bords, bien sûr. Ici, il n'y a pas qu'à dire que c'est de la faute ou de l'opposition ou des personnes qui sont au pouvoir, mais je pense que ça interroge toute la classe politique, mais nous aussi en tant que citoyens. Pascal Logbo, Oui. 89,77%. C'est le score avec lequel le président sortant Alassane Ouattara vient de remporter la présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Comment accueillez-vous ce score, cette victoire qui vient d'être définitivement validée par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire? Bien, bon, merci Richard. Je voudrais saluer la Côte d'Ivoire. 89,77. C'est ça. Ça, ce n'est pas un score qui vient de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui, il y a une opposition forte. Le président Laurent Gbagbo, le PPACI du président Laurent Gbagbo, le PDCI RDA du président Félix Houphouët-Boigny ne participent pas à une élection en Côte d'Ivoire. Comment on pourrait qualifier une telle élection jusqu'à ce qu'un candidat dans notre pays gagne au premier tour une élection à 89,77%. Ce que je voudrais dire ici, oui, c'est que dans notre parti, nous considérons qu'il n'y a pas eu d'élection. On a plutôt vu un braquage électoral que vient d'enjoliver la présidente du Conseil constitutionnel. C'est la position de mon parti. c'est la position de votre parti. Et lorsqu'il y a coup d'État, naturellement, je ne sais pas pourquoi le droit ivoirien cherche à rendre positif ce que nous avons déjà constaté depuis vendredi. Abidjan.net, un site proche de Ouattara qui a l'habitude de proclamer les résultats, donnait déjà des résultats. Nous, on va s'en tenir aux résultats tels que proclamés c'est pour dire par le Conseil constitutionnel. C'est pour dire que ce que vient de dire le Conseil constitutionnel ne reflète pas. Ne reflète pas Notre pays, où je dis bien, où se trouve l'opposant panafricain, le président Laurent Gbagbo. Même contre Houphouët-Boigny, on n'a pas donné ce score-là à Gbagbo. À plus forte raison, une élection où Ouattara fait un 4e mandat en violation. C'est pour ça que Vous voulez dire que le président Houphouët-Boigny n'a jamais eu un tel score? C'est ce que vous vouliez dire? Quand il était contre Gbagbo, il avait Laurent Gbagbo comme voilà. Il n'a D'accord. pas eu ce score. Donc voilà. Donc, mais les temps tout changent, à l'heure, non, les temps ont changé. Oui. Donc ça devait être dans l'inverse, parce que nous connaissons notre pays et nous disons que lorsque Gbagbo Laurent et Tidiane Thiam, le parti d'Houphouët-Boigny, ne sont pas dans une élection, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est pourquoi Eli Pada, souvent les gens disent, Eli Pada n'a pas dit les choses réalisées. Mais le monsieur, il a dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Et effectivement, il n'y a pas eu d'élection. Ce monsieur n'a aucun rôle politique. Aucune légitimité. Il n'a aucune légitimité, mais c'est un citoyen. Oui, c'est un citoyen. Donc sa parole, je veux dire que sa parole a été vraie, parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un coup d'État. Donc aujourd'hui, ce que vient de faire la présidente du Conseil constitutionnel est un enjolivage des chiffres qu'elle veut légitimer à travers le droit.
Merci. Donc Merci tout à l'heure, vous aviez parlé du deuxième mandat d'une certaine troisième on reviendra. On va revenir là-dessus. C'est pour dire que nous, on parle de quatrième mandat. Merci beaucoup. Monsieur Tchekoura Aboubakar Diaby, alors je l'ai dit, vous êtes un homme heureux. Sans surprise, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a donc validé la victoire de votre candidat. Merci Richard, merci à la chaîne NCA de nous recevoir, mon jeune frère Sigata et moi, pour que nous parlions de l'élection de notre candidat Alassane Ouattara, le pas de sa réélection à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire, élection qui aujourd'hui a été validée par le Conseil constitutionnel de façon officielle. C'est ça. Donc nous sommes très heureux et en cela nous voulons donc féliciter le candidat Alassane Ouattara qui est réélu président de la République et féliciter aussi toutes les personnes qui sont engagées dans cette campagne-là, notamment ici en France, notre directeur régional de campagne, le ministre Kakou Adom, le coordinateur Europe Ange Nda, le délégué extérieur pays Tidiane Koné, et aussi, il ne faut pas oublier, notre secrétaire national. Pour revenir à ce que M. Logbo disait tout à l'heure... Pas forcément répondre à ce que disait... Non, je ne réponds pas, mais... Monsieur Logbo, vous nous dites comment vous accueillez cette victoire, ce que ça inspire pour vous, surtout que la campagne a été quand même entachée de cela augure des lendemains meilleurs. De tueries, oui. Cela augure des lendemains meilleurs pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand on se réfère au programme de gouvernement de notre candidat, aujourd'hui réélu président de la République, on sent que la Côte d'Ivoire va connaître des lendemains meilleurs. Cela dit, comme Karine le disait tout à l'heure, tant qu'il y a des morts, il faut déplorer ces morts-là. Ça, c'est tout à fait légitime. Personne n'encouragera ces morts. C'est regrettable. Ces personnes qui sont emprisonnées, ces personnes qui sont décédées, et personne, et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu encore un seul représentant des partis qui ont appelé au boycott actif de ces élections-là, rendre visite à ces personnes qui sont incarcérées. On n'a pas encore vu ces membres de ces partis politiques-là aller rendre visite aux membres des familles des personnes décédées pour leur porter ne serait-ce qu'un petit bout de pain. Donc, vous l'avez fait? On ne l'a pas fait, mais on le déplore. D'accord. Je ne sais pas, mais on le déplore parce qu'on n'a pas appelé à la manifestation. Ceux qui appellent à la manifestation, je comprends. C'est eux qui sont les responsables de ces faits-là. Enfin, vu comme ça, oui. C'est eux qui doivent prendre les devants de ces choses. Donc, franchement, je pense qu'il ne faut pas revenir en arrière sur des choses. C'est ça. Sinon, après, on peut faire des parallélismes. Quand quelqu'un est élu à 37%, et quand on lui dit qu'il est mal élu, il dit « je ne suis pas mal élu, je suis élu, point ». Ça, c'est Laurent Gbagbo qui le disait en 2000. Donc après, il ne faut pas venir refaire l'histoire. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, les récentes. Donc vous aussi, vous répondez, vous n'êtes pas mal élu, vous êtes élu, point. C'est ce que vous répondez On aussi. est élu dans la meilleure des formes possibles. Dans la meilleure des formes. Et ça ne change rien, à notre position. Merci. Ogina Sea, alors très rapidement, c'est vrai que dans deux précédentes émissions, vous, tout comme le PPACI, le représentant du PPACI qui est ici, vous aviez exclu tout plan B. Et vous avez donc finalement, on va dire ça comme ça, laissé le boulevard libre pour le candidat Alassane Ouattara. Est-ce qu'avec le recul, vous ne trouvez pas que finalement, sans le savoir et sans le vouloir, votre plan B était Alassane Ouattara? Comme M. Logbo l'a dit tout à l'heure, l'idée d'un plan B ou d'un plan A ne fait sens que lorsqu'on est dans une élection crédible et sérieuse. Là, ce qui s'est passé, ce n'est pas une élection. Même le candidat, le président sortant, ou qui est entrant maintenant, si on veut le dire, il n'a même pas fait plus de 5 villes ivoiriennes pour sa campagne. Et il a des équipes qui étaient déployées sur le terrain. Oui, on peut le dire ainsi. Sinon, on ne fera pas campagne non plus, hein, puisque tous les candidats ont toujours des équipes. Donc, ce qui s'est passé n'est pas du tout une élection, ce n'est pas l'aspiration populaire, ce n'est pas à ça que les Ivoiriens s'attendaient à 2025. Parce qu'en 2025, tout était réuni pour qu'on ait une élection apaisée, ouverte, où les gens allaient choisir leurs dirigeants de manière responsable et tout. Et la population avait eu cet engouement-là. On a vu dans la RLE de 2024, les gens se sont enrôlés massivement parce que cette année, ils ont dit qu'il y a des candidats de qualité. Le président Laurent Gbagbo est de retour. On a un brillant cadre, Tidiane Thiam, qui est rentré au pays, qui est candidat. Les gens étaient motivés parce qu'ils se disaient on va se doter de dirigeants qui vont construire notre bonheur. Alors, on s'est heurté à un parti qui a théorisé la violence comme outil de maintien au pouvoir et qui a tout verrouillé, qui a exclu les candidats, qui a tout cadenassé, qui s'est choisi une petite palette de figurants et qui est parti se présenter à une élection
dont le score étonnerait Staline lui-même, un score stalinien, où si Staline même le regarde, il va dire non mais les gars, arrêtez, en 2025, on ne peut pas se permettre ça. Même si Staline vivait en 2025, il ne se donnerait pas ce score. Surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où on connaît le spectre politique, on sait que c'est un triangle équilatéral, bon, relativement équilatéral, on connaît les positions, on connaît la sociologie du vote, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre ça. Et c'est vraiment malheureux de voir chaque 5 ans que ce parti-là nous enferme dans ce cul-de-sac et que chaque 5 ans, on a des concitoyens qui doivent mourir. Nous, on a essayé par tous les moyens d'utiliser les instruments juridiques à notre disposition. Malgré cela, ils ont tué 23 Ivoiriens. 33 Ivoiriens, plus le chiffre est de vous. Hein. 33, non, ce sont les chiffres officiels, là. C'est pas nous. Nous ne sommes pas des croque-morts, nous ne gardons pas de morts. Ce sont des chiffres ivoiriens, des 33 Ivoiriens qui sont décédés autant que le gendarme, hein, donc les gendarmes y compris. Donc, il y a des Ivoiriens qui meurent chaque 5 ans parce qu'on a un parti qui, aujourd'hui, a théorisé la violence comme donc, aucun regret par rapport à votre stratégie? Non, la stratégie ne fait sens que lorsque vous êtes dans un débat politique, comme je vous ai dit, un jeu politique ouvert. Si on était dans un jeu politique ouvert, nous, ça ne nous coûtait rien de choisir quelqu'un derrière qui allait. On est face à des gens qui ont tout verrouillé depuis l'enrôlement jusqu'à la proclamation de leur simulacre de résultats d'élection. Donc, pour nous, il n'y a pas eu d'élection. C'est malheureux qu'on en soit là et que c'est malheureux qu'encore les portes de la violence soient encore ouvertes et éventuellement sur 2030. Pourquoi? Parce que les mêmes outils qu'ils utilisent, ils ont utilisé les mêmes outils en 2020. On a joué au foot avec la tête de Toussaint. Bon, ils se sont maintenus. En 2025, ils utilisent les mêmes outils de violence. En 2030, ils ne seront pas rassasiés du pouvoir. Ils voudront reprendre les mêmes méthodes qui visiblement marchent pour eux. Vous ne trouvez pas que vous y contribuez aussi un peu? Honnêtement. Il y avait des candidats en face. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Il y avait des candidats. Si les Ivoiriens... Très bien. On reviendra sur certains aspects importants de notre discussion. Monsieur Ouattara, il n'y a pas eu élection, disent-ils, en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de présidentielle. Non, mais ça me fait sourire. Je pense que même vous êtes resté dubitatif face à la réponse parce que vous lui avez posé une question très claire. Il est allé dans tous les sens. Et ça, en fait, une personne éclairée, c'est quelqu'un qui sait tirer les leçons de ses actions. Mais à les entendre, rien. En fait, quand vous avez affaire à une opposition qui a un lexique qui est connu. C'est quoi le lexique de l'autre? C'est ce qu'ils ont répété. Oui, on avait des candidats, on a écarté, tout est verrouillé. Mais il y a une forme de il y a une forme d'incohérence tant dans la posture que dans leur démarche. Quand ils disent que tout est verrouillé, mais ils sont allés retirer les packs de parrainage à la CEI. C'est vrai, vous avez raison. Ils sont allés déposer les candidatures à la CEI. Vous avez raison. Ils ont même voulu marcher parce que leurs candidats n'ont pas été retenus. Donc tu ne peux pas dire que je ne reconnais pas un quatrième mandat et puis tu participes à ce processus électoral. Il y a une incohérence. Ils ont toujours été incohérents depuis des lustres. Et ça ne nous étonne pas. Nous disons que la démocratie, là, ce n'est pas un buffet où on vient prendre ce que nous aurions, on s'en va. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons une belle opposition, et je salue même l'opposition qui a participé justement à ces élections-là, qui ont fait preuve d'un esprit républicain, et nous avons fait ces élections-là. Et je salue même la maturité. Non, c'est l'occasion pour moi de saluer la maturité du peuple ivoirien qui a choisi d'aller aux urnes. Le taux de participation est quand même faible. Par rapport à quoi? Par rapport à quel levier? Mais l'idéal dans un processus électoral réussi, c'est que tous les électeurs participent au vote. Ouais, dans quel pays? Donnez-moi un pays où tous les électeurs ont voté, où on a eu un score de 100%. Non, mais pas 100%. Mais... Non, arrêtez. Non, je pense que ne vous laissez pas. Non, moi je me laisse pas personne. Mais ce taux, en dehors du taux. Donc vous, le taux vous importe peu? Le taux de participation? Nous avons un bon taux. Et ce n'est pas tant les chiffres qui dérangent. Il ne faut pas accuser les chiffres. D'accord. On ne peut pas accuser les chiffres. Ils sont de vous. Hein. Les chiffres sont cohérents par rapport à ce qui se fait depuis nos élections en Côte d'Ivoire. La seule fois où on a eu un pic,
C'était en 2010 où on a atteint les 80%. Mais le taux le plus faible, et je le rappelle, n'en déplaise aux gens, c'est 37% lorsque Gbagbo a été... Vous avez raison. Et, vous avez totalement quand il raison. dit que le PDCI n'a pas participé, le PPACI n'a pas participé, donc il n'y a pas d'élection. Mais en 2000, je rappelle qu'il y avait ni le PDCI, ni le LDA à l'époque. Voilà. Donc, Vous avez raison. vous voyez, cette incohérence, ces analyses à géométrie variable, c'est connu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens les connaissent tellement qu'ils font la sourde oreille, ils préfèrent aller vers ce qui est normal et puis aller dans le sens de ce qui est normal. C'est pourquoi leurs appels au chaos n'a rien donné. Les Ivoiriens, dans leur majorité, ont accepté d'aller dans les urnes et ils n'ont pas répondu aux appels de ces votes en guerre. On a eu tout genre de prophéties apocalyptiques ici. Très bien. Mais non. Avançons dans cette émission. Karine Orio, vous êtes journaliste, analyste politique. Quand on observe le jeu politique ivoirien, on va dire depuis Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant, Alassane Ouattara, il a tout obtenu. Au fond, il n'y a pas un seul objectif politique que cet homme d'État n'a pas atteint. Son dernier objectif politique qu'il voulait, c'était de clouer, son souhait, on va dire, c'était de faire condamner Laurent Gbagbo par la CPI et de le laisser là-bas. Quand le juge Tafoussé a dit non, pas question, je la quitte, avec ses collègues, à Abidjan, un procès l'attendait, il est condamné à 20 ans et il est exclu. Au fond, même plus que Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara a atteint tous ses objectifs politiques en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est en politique jusqu'au moment où on est en train de faire cette émission, finalement. C'est un véritable animal politique, l'homme. Oui, vous avez répondu à la question. Je pense que la politique, ce n'est pas la maternelle. Et qu'effectivement, quand on y est, c'est clair que ce n'est pas un jeu d'enfant. Et que, effectivement, au regard des éléments que vous venez de citer depuis des années, on a l'impression que le président, lui, s'est toujours préparé. C'est-à-dire qu'il se prépare à ses adversaires politiques. Ce qui, en soi, est un peu normal, c'est la politique. C'est la politique. J'ai envie de vous dire que c'est la politique. Maintenant, effectivement, les questions qui ont déjà été posées en ce qui concerne ce scrutin de 2025, c'est que, hélas, quand on regarde l'opposition, on a vraiment l'impression que, malheureusement, il y a un peu d'impréparation. Oui. Voilà. Et je suis très curieux, excusez-moi, vous avez fini, Oui, bien sûr. Que vous ne trouviez pas qu'il y ait eu la moindre erreur, ni dans la stratégie, ni dans les postures qui ont été Pascal Lobou, on a en face, ce que je viens de dire, c'est très important. Le président Alassane Ouattara, ce monsieur, il a atteint tous ses objectifs. Alors, à chaque fois que les rapports de force ne sont pas en sa faveur, il sait faire usage de ruses. On l'a vu en 2014 avec Henri Konan Bédié, l'appel de Daoukro. On l'a vu après avec Guillaume Soro, où il lui a fait croire qu'il sera probablement son successeur, alors que ce n'est pas le cas. À chaque fois, ce monsieur a toujours trouvé le moyen de prendre le dessus. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui l'humilité de le reconnaître et que vous aussi, vous vous êtes trompé de stratégie en excluant tout plan B? Peut-être auriez-vous pu gagner cette présidentielle en dégageant quelqu'un au sein, soit du PDCI ou bien au sein du PPACI? Je vais vous répondre. S'il vous plaît. Vous savez, quand on me dit M. Ouattara a tout gagné, le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple doux. Le peuple de Côte d'Ivoire ne prend pas les armes, ne crée pas des rébellions. Il ne faut pas oublier ça. N'oubliez pas cela. Nous avons évolué toujours, même avec Houphouët-Boigny, dans un combat démocratique. Le président Laurent Gbagbo perd du multipartisme en Côte d'Ivoire et de la démocratie. C'est vrai. Oui. Ça aussi, c'est une vérité Quelqu'un historique. ne peut pas nous renier ça. On est d'accord. Donc, quand on lutte avec des règles démocratiques et qu'en face, on a des gens qui ne luttent qu'avec la violence. C'est pour ça qu'à chaque élection, il y a des morts. En 2010, dont il parle, mais il y a eu 3000 morts. Gbagbo a été envoyé à la CPI et acquitté. On recherche toujours dans le cas Ouattara les auteurs de ces morts-là. À côté de ça, en 2020, il y a des têtes qui ont été coupées en Côte d'Ivoire. Et là, il y a encore des morts. Et M. Diaby disait tout à l'heure que
c'est ceux qui sont descendus dans la rue pour exprimer leurs droits de manifestation. Article 20 de notre Constitution, qui sont responsables des morts. Non, c'est ceux qui ont tiré. Et ceux qui ont tiré, c'est le pouvoir d'en face qui a tiré. Et nous étions dans la rue. De quelle année? De 2025? 2025. C'est eux qui ont tué les gendarmes. Les 33 personnes. Les gendarmes, pour l'instant, ils ont voulu ouvrir une enquête. Pas de Attendez, s'il vous plaît. Il va vous répondre. Hein. Il va vous répondre, Oui, mais je n'ai pas fini. D'accord, allez-y très rapidement, M. Lobo. On a trouvé déjà les coupables de ceux qui ont brûlé les maisons, mais on n'a pas encore trouvé le coupable de celui qui a tué les gendarmes. Il faut le trouver. Il faut et le punir. Ça à eux. Depuis 2020, ceux qui occupaient le Baka vert, on n'a pas encore trouvé les coupables en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on parle de M. Ouattara qui a tout gagné, oui, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas habitué, n'est pas formé à la violence politique. Donc, la différence entre eux et vous, selon vous? C'est la violence. C'est la violence. C'est la violence. Nous, on s'est battu pour la démocratie et je voudrais corriger une chose quand il dit que personne n'est encore allé au chevet de ceux qui sont morts. C'est pas vrai, c'est eux qui ne sont pas partis. Vous êtes partis. Nous sommes partis, on a envoyé une forte délégation à Nayo. Tout le monde a vu Nandi Bamba à Nayo. Tout le monde a vu Nandi Bamba à Yamoussoukro. C'est eux. Eux, ils sont prêts à verser du sang pour le pouvoir. Il va vous répondre, mais en attendant, on marque une coup de pause. Merci beaucoup. Dans quelques instants. Merci. Pour la deuxième partie de notre émission, tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire, où le candidat Alassane Ouattara vient d'être définitivement proclamé réélu par le Conseil constitutionnel ivoirien avec 89,77% des suffrages. Tiekoura Aboubakar Diaby, vous vouliez répondre à Pascal Logbou, qui estimait que la différence entre l'opposition ivoirienne et le RHDP, c'est la violence. Qui serait de votre côté? Je voudrais que M. Logo n'ait pas la mémoire courte, qu'il ne soit pas amnésique. En 90, à l'introduction du multipartisme en Côte d'Ivoire, il y a eu l'irruption du FPI dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Les premiers morts ont commencé avec l'irruption du FPI en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il oublie cela. Le FPI a toujours été de tout le temps un parti violent. Un parti qui n'a jamais accepté l'ordre établi et qui usait de toutes les stratégies, de tous les stratagèmes pour pouvoir arriver au pouvoir. À telle enseigne que Gbagbo Laurent a été accusé de boulanger, d'enfarineur. Le président de la République, Alassane Ouattara... Pas des criminels. J'arrive, laissez-moi parler. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pratiqué tout le personnel politique de la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Chacun de ces personnages, il les connaît. Et avant d'arriver au pouvoir, méthodiquement, il s'est organisé. Méthodiquement, il s'est organisé. Et tout ce qu'il fait, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est de façon très structurée et très méthodique. Donc, excusez-nous d'être organisé. Non, je le dis. Et il vous a ramené en 2010, à la rébellion en 2010. J'arrive. Ok, d'accord. Je n'ai pas fini. Quand ils sont arrivés au pouvoir, de façon très calamiteuse, eux-mêmes le disent, il y avait en Côte d'Ivoire ce qu'on appelait l'ivoirité. Mise en scène par le PDCI, il est là, instrumentalisé par Gueye, et fait et cause transformée en gestion du pouvoir par le FPI.
dans la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, les Ivoiriens étaient catégorisés, stigmatisés. Par quelle loi? Et c'est ce qui a été la base de tout ce qui a envoyé comme division entre les Ivoiriens. Et je voulais rappeler ce qu'il est en train de dire. Le président burkinabé d'alors, Blaise Compaoré, Oui. les militaires que le général Gueye appelait les jeunes gens, quand ils sont arrivés au Burkina, le président Blaise Compaoré appelait Laurent Gbagbo. Si je ne dis pas la vérité, qui me contredisent, pour lui dire que vous avez des jeunes soldats ici, chez moi, qui sont en train de s'entraîner. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vois le dos du nageur. Je sais ce que je veux faire. On peut rentrer chez quelqu'un s'entraîner. Donc maintenant, qu'ils viennent dire que le président de la République a organisé une rébellion, mais quelle est la preuve tangible qu'il a pour dire que le président de la République a organisé une rébellion? Il n'y a aucune preuve. Donc ça suffit quand même, à un moment donné, il faut être assez responsable. En fait, on a l'impression que votre mindset est bloqué de 2000 à 2010. Même si on vous dit que vous avez gouverné le pays, là, à un moment donné, vous avez refuté votre gouvernance. Soyons sérieux. De un. Allez-y rapidement. Vous dites aussi que les manifestations qui ont lieu, le pouvoir est responsable de ces morts. Je dis non. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on n'a pas encore le nombre exact de personnes décédées dans ces circonstances-là. Mais les manifestants ne se sont pas tués entre eux? Ça, c'est un naïo après. Et ça, il faut pouvoir trouver les causes profondes de naïo. Les causes profondes de naïo, il faut pouvoir les trouver. Maintenant, quand on vous dit, par un décret, pour dire que pendant une certaine période, les marches sont interdites, vous ne participez à aucune élection. Mais sur les réseaux sociaux, de façon directe ou indirecte, vous appelez les Ivoiriens à l'incivisme, au boycott actif. Et vous les poussez à aller dans la rue. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? Vous allez tuer? Non, il ne va pas tuer. C'est ce qui a été fait par les C'est incongru ce que vous dites. C'est incongru. Écoutez-moi, c'est incongru. C'est incongru. Parce que quand vous dites, même ici, il y a comment on appelle, il y a le maintien de l'ordre qui existe. Et on tue. On vous dit qu'une marche est interdite. Mais quand vous allez et que vous venez à une marche avec des armes, donc c'est normal aussi. C'est normal aussi qu'après dans la répression, je ne dis pas qu'on vous tue. Je ne dis pas qu'on vous tue. Vous n'avez pas de preuves, hein? Non, mais, je vais vous envoyer. Laissez-moi finir. Et mieux, si je fais finissez rapidement. Quand je fais un retour en arrière, on a des discours de Laurent Gbagbo. On ne va pas refaire. Non, c'est important, c'est important parce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a dit, Laurent Gbagbo? Il veut s'absoudre un certain nombre de choses que je ne suis pas d'accord. Laurent Gbagbo dit, il dit à la CRS de mater, de tuer comment on appelle. Si. Dans la vidéo, les opposants. Et après, elle vient envoyer 89 témoins. Est-ce que vous avez donné ces preuves-là que Laurent Gbagbo a demandé à la police nationale de tuer? Monsieur. Il faut être sérieux. N'allez pas instrumentaliser la CPI. Laissez la CPI en dehors de ces choses-là. On sait en Côte d'Ivoire qui est responsable de quoi. De façon très, très contemporaine, on le sait. Vous n'allez pas ici. Mais vous l'avez envoyé là-bas pour Alors, s'il vous plaît. La CPI n'a pas. Monsieur Logo, on va laisser au Guinée. Avec nos amis du RDS, si on ne régule pas la parole, les autres ne pourront pas en placer une. Ce que je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, de 1960 jusqu'à 1990, il n'y a jamais eu de titre de séjour. C'est-à-dire que vous soyez étranger ou un national ivoirien, il n'y avait rien pour vous différencier. Vous savez qui a mis le premier titre de séjour en place? C'est le Premier ministre Alassane Ouattara. Finalement, ça fait quoi, finalement, au Gabon? Non, au Gabon, il y a des titres de séjour. Non, c'est le Premier ministre. C'est lui qui a commencé à stigmatiser les étrangers. Parce qu'avant, on ne les distinguait pas. Un national comme un étranger, il n'y avait pas de titre de séjour. D'accord. Donc la question de l'ivoirité, dites-vous, a été nourrie et alimentée par eux. Très bien. D'accord. Maintenant, pour revenir... Ça n'existait pas. Pour revenir... En 90, mais ça n'existait pas, l'ivoirité. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur C.A. C'est comme ça, c'est la violence verbale. Allez-y. Mais si on était en Côte d'Ivoire, elle serait très vite passée à la violence physique. Et ça, nous sommes habitués à ça avec eux aujourd'hui parce qu'ils ont théorisé la chose. Chaque 5 ans, ils vont tuer des Ivoiriens et puis l'affaire est pliée et ils remplissent en fait. Et ça aura ses limites. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que les gens ils vivent dans un monde parallèle. Et pour eux, ce qui compte, c'est juste la conservation du pouvoir. Et c'est ce qu'il faut. Pourquoi vous luttez pour avoir le pouvoir alors?
Nous ne luttons pas... C'est la même chose, donc arrêtez de... On laisse M. Sia finir. Par tous les moyens. Vous savez, nous sommes des concitoyens. Parce que souvent, quand tout se limite au pouvoir, en fait. Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est comment construire un absolument la Côte d'Ivoire de demain. Absolument. La parenthèse présidentielle, elle est finie. Elle est passée, elle est finie maintenant. Non. Il faut qu'on... On n'avait jamais contribué à ce que la Côte d'Ivoire avance. Non, ne faites pas comme si vous vouliez que la vous aurez la parole tout à l'heure. Allez-y, après avoir fait une rébellion, une guerre en 2002, après avoir fait 3 000 Ivoiriens. Il y a 2 camps qui se sont affrontés en 2010. Il y a un camp qui a été jugé non coupable, que vous-même vous avez choisi vos tribunaux, vous l'avez amené dans vos propres tribunaux. Vous avez été jugé là-bas, vous avez été acquitté. Après avoir fait des conflits précédemment, très bien. Après avoir fracturé le tissu social économique ivoirien, et puis venir penser que la Côte d'Ivoire est à partir de 2011. Le tissu économique est fracturé. Non, le tissu social, je veux dire le tissu social. Aujourd'hui, en ce moment social, oui. Mais le tissu social, d'accord. C'est pour ça que dans votre introduction, quand vous disiez que la Côte d'Ivoire, l'élection, non, ce n'est pas l'élection qui a divisé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont divisés. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont l'ubris du pouvoir, qui ont toute la puissance, et les autres sont obligés de murmurer leur douleur. On doit écouter ce que vous dites, c'est important. On doit écouter. Monsieur Ouattara, alors c'est important aussi. Il faut dire les choses. Oui. Cette campagne électorale a été d'une dureté. Vous avez été si dur. Tracer les Ivoiriens des chiens. Effectivement. Oui, il faut aussi le dire. C'est sans doute, Karine l'a dit, c'est pas un jeu d'enfant, la politique, mais les mots choisis. Dû dans quel sens? Mais la caravane qui passe, les chiens. Suivez vos quartiers, les chiens m'ont ressorti. Suivez vos quartiers, les chiens m'ont ressorti. Ça, c'est le président de la République qui dit ça. Sans doute que c'est... Il ne faut pas prendre au premier degré, mais les mots sont les mots. Les mots signifient ce qu'ils signifient. Peut-être on pouvait gagner sans ces mots. On ne va pas tenir rigueur au président de la République, bien sûr. Vous savez oui. presque... Mais vous comprenez que ça ait pu frustrer des Ivoiriens? Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez ce qui a fait mal justement à l'opposition? Non, dites-nous, oui. C'est que vous avez un monsieur comme le président Alassane Ouattara. Tous les observateurs du monde savent que c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est vrai, je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions. Il ne parle pas. Il n'invective pas, il ne répond pas à tout. Effectivement, il prend de la hauteur, oui. Mais là, il s'est lâché quand même. Donc, les quelques rares fois où il sort, oui, il se lâche. Les gens veulent aller dans tous les sens. D'accord. Tout le monde sait que ce proverbe est un proverbe d'origine arabe, qui est connu dans le monde oriental. Oui, ça veut juste dire. Oui. Et ça, j'ai fait des recherches. Allez-y. Cette expression signifie que les critiques, les oppositions ou les railleries n'empêchent pas d'avancer. Elle est utilisée pour illustrer la détermination ou l'indifférence face au jugement extérieur. Et le commentaire qui suit, surveillez vos quartiers, les chiens vont ressortir. Ça aussi, ça fait partie de l'expression. Parce qu'à un moment donné... Non, je lui donne... Il n'a pas besoin. Nous restons concentrés sur la stratégie dans la campagne, avançons. Parce que mais vous n'êtes pas là. Le succès du RHDP et la dame l'a si bien relevé, est la résultante d'un travail sérieux. Nous ne faisons rien au hasard. Ça aussi, c'est vrai. Il y a longtemps que nous travaillons sur les élections, il y a longtemps que, même les législatives, là, on ne va pas se lever, nous travaillons depuis longtemps. Quand vous avez en face une opposition qui passe tout son temps à boycotter des processus, qui font beaucoup plus de bruit sur les réseaux sociaux, c'est triste, ce n'est pas la faute à nous. On est totalement d'accord. Vous n'êtes pas responsable de leur stratégie à eux. On est totalement d'accord. Avançons dans ce débat. Et chers invités, je viens à vous tout à l'heure, Karine Orio. Le président, peu importe ce que vous dites de sa réélection, il est élu. La Côte d'Ivoire a désormais un président pour les 5 ans qui viennent. Ça, je ne vois pas autre possibilité de nommer la chose. Il y a un président qui est là, il va prêter serment dans quelques petites semaines, probablement début décembre, et il sera le président de tous les Ivoiriens. Voilà. La question c'est, est-ce que vous maintenez la même stratégie de boycott ou bien vous participerez aux élections législatives, puisque vous avez maintenant jusqu'au 12 novembre, si j'ai une bonne mémoire, pour déposer vos dossiers afin qu'il y ait à l'Assemblée nationale des représentants de toutes les composantes socio-professionnelles et confessionnelles dans l'hémicycle. Est-ce qu'on laisse de côté, on oublie les stratégies, les vieilles stratégies d'octobre 2025 pour avancer et pour aller aux législatives?
Je vais vous répondre. S'il vous plaît. Un citoyen qui a fait un plaquage pour s'installer au pouvoir en s'appuyant sur un certain droit n'a pas de mandat. Voilà. Parce que le mandat, il s'obtient par le peuple. Lorsqu'on marche sur le peuple pour arriver au palais, on n'a pas de mandat. C'est un coup d'État. Ce que je voudrais dire, s'il vous plaît, c'est que les élections législatives sont un droit pour les partis politiques. Pas l'élection présidentielle. Voilà. C'est un droit, je le disais tantôt, les élections législatives sont un droit des partis politiques. Nous n'avons pas boycotté d'élections présidentielles. De façon injuste en Côte d'Ivoire, les candidats du PDCI... Mais refuser tout plan B était une sorte de boycott. Non. Non, c'était c'est les partis politiques qui décident de avec qui ils veulent aller au pouvoir aux élections. Donc le plan B... Mais vous n'avez pas fait un congrès? On a fait des congrès... Pour dire qu'il n'y aura pas de candidats. On a fait des congrès, on a fait des conventions et nous avons choisi des candidats. Mais ce que je voudrais dire sur ce point-là, j'ai dit que nous n'avons pas boycotté les présidentielles, mais Ouattara, qui n'avait même pas le droit d'être candidat, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Diaby, soyons sérieux, on est sur un plateau pour parler aux Ivoiriens. Donc, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, permettez qu'on parle aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit, ça c'est le même désordre. Donc, ce que je voudrais dire, j'ai dit que en Côte d'Ivoire, les gens pourraient penser qu'on a boycotté les présidentielles. Non. Okay. Aucune élection n'a été boycottée. Mais ils ont tout simplement recalé nos candidats pour se positionner, eux, qui n'avaient pas droit. Parce que Ouattara n'a pas droit à un 4e mandat. D'accord. C'est notre constitution qui le dit. La présidente du Conseil. Elle n'a pas dit le droit, c'est un déni des droits. D'accord. Mais il se trouve que après sa décision, il n'y a plus rien. Après elle, c'est Dieu. Il n'y a plus rien. C'est terminé. En 2010. Maintenant, on parle de législatives. Attendez, j'arrive. S'il vous plaît. Je vais y arriver. Chaque fois dans le passé. Oui, parce que quand vous dites des paroles... Quand vous dites des paroles, il faut qu'on corrige. Il faut qu'on corrige. Il y a eu 2 précédents. Il y a eu déjà 2 précédents. En 2010, un conseil constitutionnel avait parlé en Côte d'Ivoire et il y avait eu déjà une investiture. C'est vrai. PPACI Donc, sera le PPACI, présent. pour nous sommes dans la logique démocratique. D'accord. Nous sommes dans une logique démocratique parce que dans une république, les pouvoirs sont séparés en démocratie. Vous voyez, il y a des républiques où on organise les législatives avant les présidentielles. Oui. Il y en a d'autres où on les organise de façon concomitante. Oui. Mais là, en Côte d'Ivoire, on a choisi d'organiser les présidentielles avant les législatives. Non. C'est des pouvoirs différents. Donc, même en France, c'est comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, que les gens ne se pressent pas à dire, comme ils ont boycotté, et on n'a d'ailleurs pas boycotté, d'accord. Ouattara, pour avoir un 4e mandat anticonstitutionnel, a éliminé les autres candidats pour se positionner. Donc, les législatives, nous allons... Il reste 8 jours là. On est le 4 novembre aujourd'hui. On n'est pas pressé. Ici, mais il y a un calendrier à respecter. S'il y a 8 jours, on va se prononcer. Mais c'est pour vous dire que nous sommes des démocrates, donc on respecte le calendrier démocratique. C'est eux qui sont dans la violence. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'essaye d'interpréter. Ça veut dire que vous serez probablement présent. On est inscrit dans le calendrier démocratique. C'est très clair pour moi. Pour moi, ce qu'il dit est clair, en fait. Aucune personne n'a jusqu'ici boycotté une élection. Donc pourquoi poser la question même pour les législatives? Nous continuons de nous soumettre au jeu démocratique, de nous présenter. Maintenant, comme ils ont leurs instruments et avec la même violence, ils décident de nous exclure tous nos députés. Bon, on suppose que ils sont toujours dans leur logique, qui n'est pas la nôtre. Et puis, ce qu'il faut dire au-delà de ce qu'on est en train de dire, c'est que les législatives, ce n'est pas la même chose que les présidentielles. On est d'accord. Les législatives, c'est une question locale où des individus d'une certaine zone décident de donner leur voix à un de leurs fils, généralement. Pas forcément. Généralement. Oui, généralement, bien sûr. Qui va défendre, porter leur voix au niveau national. Bien sûr. Donc, un parti, les présidents de partis, je pense que leurs pouvoirs sont limités quant à la décision d'un parti d'y aller ou de ne pas y aller. Parce que si vous y allez, les populations locales peuvent dire, notre fils, il faut laisser, parce que le parti n'est pas... C'est une bonne voilà, c'est un véhicule politique.
C'est pas le parti qui va imposer. Bon, chez eux, c'est comme une secte, donc le parti impose tout. Mais les parents peuvent dire, notre fils, nous, on veut que tu portes notre voix, il va y aller en tant qu'indépendant et il va rapporter le mandat. Vous investissez aussi des candidats aux législatives. Oui, le parti identifie dans telle zone, on voit que tel fils, il a l'approbation des populations de cette zone. Nous, on décide de dire, vas-y, parmi nos cadres, on pense que tu es bien pour réussir là. Donc, il n'y a pas de sujet. Et ce débat-là, en fait, les gens d'en face insistent là-dessus parce que pour eux, aller aux législatives sous-entend qu'on accepte le braquage qu'ils ont fait au présidentiel. Ce qui est tout à fait faux. Nous maintenons notre ligne et nous continuons d'utiliser tous les instruments démocratiques pour nous opposer au coup d'État qui a été fait par le président. Parce que génériquement, institutionnellement, l'Assemblée nationale contrôle l'action gouvernementale, entre autres. Oui, ça contrôle aussi les braquages, oui. Bon, donc, si vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est que vous acceptez le principe qu'il y a un exécutif. Oui, un braqueur avec qui on sera plus regardant. Non, monsieur Céa. Bon, alors on s'est compris. Très bien. Moi, je voudrais dire quelque chose. Non, mais vous êtes deux sur la table. S'il vous plaît. Vous êtes deux. Karine Orio. Vous êtes deux à parler au nom d'IRAGP. S'il vous plaît, on avance dans cette émission. Vous défendez les mêmes. Non, pas du tout. Karine Orio, là, il semble percevoir le piège parce que s'ils refont le même coup qu'ils ont fait le 25 octobre, les autres seront sans pitié. Ils vont rafler tous les sièges. Ils auront une Assemblée nationale monocolore et peut-être même 2030, c'est une nouvelle république qui les attend. Parce qu'ils n'auront aucun état d'âme, finalement. Oui, bien sûr. En tout cas, je pense que vous le savez mieux que moi, la politique de la chaise vide ne paye pas et qu'effectivement, la question qui survient, c'est que malgré effectivement les subtilités que vous expliquez sur le fait de désigner un député qui aille représenter, etc., c'est aussi important que les partis de l'opposition jouent leurs cartes, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est deux scrutins qui sont peut-être différents, mais la démocratie sur le plan local se joue aussi là-dessus. Il faut comprendre les lois, il faut, etc. Et c'est le meilleur pouvoir, finalement, puisque c'est le pouvoir du peuple. On retient comme conclusion que le PPACI et le PDCI RDA seront bien présents dans cette législative dont la date de clôture du dépôt des dossiers est fixée pour le 12 novembre. Quels sont les défis du nouveau quinquennat? Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve, s'il vous plaît, on se retrouve dans quelques instants. Vous aurez le temps de répondre, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants, à la fois pour aborder et pour que vous apportiez vos réponses et pour qu'on se projette maintenant. Qu'est-ce qui attend le nouveau président, du moins le président réélu lorsqu'il prêtera serment et deviendra le président de tous les Ivoiriens? On en parle après une coup de pause. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire qui tiendra ses élections législatives en décembre prochain, après sa présidentielle. Bien sûr, la date limite du dépôt des dossiers pour les législatives est prévue le 12 novembre. Monsieur Ouattara, vous restez concentré sur cet objectif-là? Ah ben oui, totalement. Je pense que ça vous a fait tiquer. Il a voulu se rattraper, mais je parlais d'une forme d'incohérence.
Et ils sont incohérents. Je vais apporter un démenti à une information comme quoi il n'y a aucune autorité ivoirienne qui est allée à Nayo. Il faut savoir qu'il y a le général Apallo de la gendarmerie qui s'est entretenu avec les différents chefs à Nayo. En plus de cela, il y a eu le ministre Mamadou Touré qui était le 3, donc hier, qui s'est entretenu justement avec un très bon message de cohésion, d'unité nationale. Donc, pour apporter justement un démenti comme quoi... Et aussi, il y a le corps préfectoral aussi, effectivement, qui est impliqué en fait dans la gestion de cette crise-là. Maintenant, quand ça les enchante, ils vont en arrière en 2010. Et quand nous, on veut aller aussi en 2010, voilà. Donc, vous voyez qu'en général, ils sont dans les références historiques, avantages et désavantages en fonction des... Pour le PPACI, je suis quand même surpris d'entendre qu'ils veulent aller aux législatives. C'est de bonne guerre. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils aillent aux... On a vu leur posture au présidentiel. Ils ont appelé au boycott. Ils ne reconnaissent pas. Ils vont plus vous faire ce cadeau. Ils ne reconnaissent pas le président de la République. On ne va pas aux législatives lorsqu'on ne reconnaît pas la CEI, la Commission électorale indépendante qui organise l'élection. On ne va pas à une élection lorsqu'on ne reconnaît pas la liste électorale. Donc, il y a une forme d'incohérence. Soit on est dans une démarche démocratique, comme il le dit. Vous souhaitez qu'ils soient encore absents? Non, on veut qu'ils viennent justement pour qu'on ait ce jeu démocratique. Mais je veux faire relever cette incohérence. Vous dites à un moment donné, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Soit vous êtes démocratique ou pas. Maintenant, vous avez parlé des défis où on répond à... Oui, allez-y. Alors, donc, concernant les défis aujourd'hui, les Ivoiriens, dans leur majorité, ont décidé que le président Alassane Ouattara continue le beau travail qu'il a commencé. Et il y a des chantiers prioritaires sur lesquels on va commencer en fait ce quinquennat. Et l'ex-premier ministre Patrick Hachi, qui a fait une masterclass lorsqu'il recevait le patronat ivoirien, a décliné justement les priorités de l'État dans ces 5 ans-là. Donc déjà, il y a 2 fondations qui sont sine qua non pour la mise en place de ces stratégies. Déjà, la bonne gouvernance et l'administration publique performante, parce que c'est un chantier sur lequel le gouvernement veut se pencher, sur la question de la bonne gouvernance, et puis introduire justement le numérique dans l'administration publique, justement à l'effet. Deuxième et la deuxième fondation, aucun pays dans le monde ne peut parler même de croissance s'il n'y a pas de paix, de sécurité, de stabilité. Nous avons eu 15 années de paix et de stabilité, la raison pour laquelle nous avons cette croissance-là et l'intérêt justement aux investisseurs étrangers. Et les stratégies qui vont découler de ces 2 fondations, en un, nous avons le capital humain. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, un capital humain de qualité, donc c'est de former, développer les talents et puis créer des emplois décents. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une phase d'industrialisation. Nous avons commencé déjà, puisque vous avez l'usine Transcao qui produit la transformation des fèves de cacao, 300 000 tonnes. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez sur le marché ivoirien, c'est inondé de poudre de cacao et de beurre de cacao. Les Ivoiriens, ils veulent se soigner. Oui. Ils veulent manger sans se ruiner. Non, mais ça, sur ce plan, ils veulent se déplacer sans... Non, mais sur ce plan, il n'y a pas photo. La cherté de la vie, le courant. Ils veulent que ça ne bouffe pas, si je peux m'exprimer de façon aussi triviale, leur budget mensuel. Ils veulent pouvoir se loger sans se ruiner. C'est ça. Oui. Le numérique... Non, mais je n'ai pas fini. Mais moi, je pensais qu'il fallait commencer. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu les membres du RHDP ici pour... Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu le bilan du président Alassane Ouattara. Le bilan, moi-même. Voilà, justement, parce que quand vous parlez d'hôpitaux, quand vous parlez d'écoles, il n'y a jamais eu plus d'infrastructures dans les hôpitaux, dans les écoles, que sur la gouvernance. Non, mais vous avez fait des avancées incontestables. On est d'accord. Donc, sur ce plan, quand vous parlez du transport, aujourd'hui, quand Laurent Gbagbo dit qu'il ne sait pas à quoi servent des ponts, je suis un peu peiné pour un ex-chef d'État. Les infrastructures routières, pour améliorer le transport. On reviendra tout à l'heure sur les priorités. Vous avez de gros chantiers sur le transport. Non, je réponds. Bien sûr, voilà. Non. Et quand vous parlez de les Ivoiriens doivent manger, le déblocage des salaires, ce soit à Alassane Ouattara, ça s'est fait. L'augmentation des salaires, ce soit à Alassane Ouattara, ça s'est fait. Les Ivoiriens ne sont pas tous fonctionnaires. Non, mais même dans le privé. Il faut avancer. Il faut avancer et l'élément, la question de la gouvernance. Notamment démocratique qu'il a évoqué. J'ai pas fini. Je sais. Monsieur Ouattara, en reprenant Patrick Hachi, l'ancien Premier ministre, c'est une question centrale. Les amis, excusez-moi de vous déplaire. Excusez-moi. Je pose toutes sortes de questions, moi, dans mon émission. Non, votre question est intéressante. J'ai bien envie de dire un mot là-dessus. Attendez. Vous reprochez un déficit démocratique à ceux qui sont en face.
Mais est-ce que c'est démocratique que quelqu'un dise, moi, dans mon parti, c'est moi qui serai candidat, pas moi, il n'y a plus personne, et on n'ira pas aux élections? Ça, c'est démocratique aussi? Excusez-moi, pardon? Personne n'a dit ça. Non. Et puis même si quelqu'un... Non, attendez, si vous n'êtes pas allé... Excusez-moi, ça aussi, il faut le dire. RDA, si Tidjane Thiam l'avait dit, et que ce n'était pas l'aspiration de la majorité de nos militants... Est-ce qu'il y a eu un congrès où les militants, tous les militants du PDCI, RDA ont décidé qu'à part Tidjane Thiam, il y aura... On a eu 2 congrès. On a fait un congrès. Non, s'il vous plaît. Non. Est-ce que la question était posée? Pardon? Est-ce que la question était posée? La question du... Est-ce que vous êtes d'accord qu'à part Tidjane Thiam, il n'y aura aucun autre candidat? Mais c'est ce que je vous explique dans nos textes. Nos textes disent, je vous explique comment nos textes marchent. Dans nos textes, il y a 2 personnes qui peuvent décider de convoquer le collège électoral qui prend ce genre de décisions. D'accord. Il y a soit le président, qui est une institution entière dans le PDCI, il y a soit le bureau politique. Et le bureau politique, c'est quelques individus comme moi, je suis membre du bureau politique. C'est ça. Si on n'était pas d'accord, si on pensait que quelqu'un nous amenait dans le mur, on aurait pris cette décision. C'est parce qu'on sait que le problème ne se situe pas au niveau de la tête. Le pauvre Assalé, qu'est-ce qu'il a fait pour être exclu? Donc, quand on nous parle de plan B, on allait prendre un plan B qui allait mettre ces gens-là en danger, ils allaient l'exclure. C'est parce que vous pensez qu'à l'avance, le processus était confisqué. Il est confisqué. Depuis le début, ils ont commencé par la RLE. La loi dit que chaque année, il faut enrôler les gens pour que les nouveaux majeurs... Maintenant, il n'y aura pas de RRE avant les législatives. Il n'y aura même pas en 2025. D'accord, mais vous allez quand même aux législatives. Non, nous on va aux législatives parce que c'est compliqué. Maintenant, le défi dont vous parlez pour le nouveau mandat. Moi, tout ce que je demande au président Ouattara, c'est de chercher pour une fois à être le président de tous les Ivoiriens. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est un point important. Il faut qu'il y ait. Et que cette impunité, c'est important. Les gens tuent parce que dès qu'on tue un Ivoirien qui n'est pas de son bord, c'est un non-événement. C'est un point très important. À Nayo, le procureur n'a pas encore réagi. D'accord, mais oui, le temps de la justice, laissons à la justice, le temps de faire son travail. Je viens à vous tout à l'heure. L'impunité doit cesser. Je viens à vous tout à l'heure. Je sais que vous partagez les mêmes informations, c'est très important, Monsieur Diaby. Il souhaite que le président soit le président de tous les Ivoiriens. Ça l'a été. Pourquoi est-ce que le président n'a jamais été? Non, s'il vous plaît, Monsieur Diaby. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer aujourd'hui que dans le prochain gouvernement, que le président, en formant son prochain gouvernement, qu'il oublie les fractures nées de la campagne électorale et que les compétences, où qu'elles soient mises au service du peuple ivoirien et qu'on nomme des gens membres du PDCI, RDA ou de la société civile ou des gens qui n'étaient pas votre soutien forcément, mais qui, parce qu'ils sont ivoiriens et qu'ils ont des compétences, peuvent aussi contribuer à la reconstruction, à l'œuvre de reconstruction que vous avez commencée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer? Ça existe déjà. Je suis très à l'aise par rapport à cette question. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir en 2011, il a fait rentrer beaucoup de personnes qui étaient ici, qui occupaient des fonctions dans différentes institutions privées ou internationales dans le monde pour venir travailler en Côte d'Ivoire. Je peux vous citer des exemples. Maintenant, quand vous dites un gouvernement, il est politique, il reflète la nomenclature politique du moment. Il y a un parti politique qui est au pouvoir, qui a gagné des élections. Plaise au président de la République à prendre, s'il le veut, des personnalités extérieures pour entrer dans son gouvernement. Ça fait 15 ans qu'ils sont... Il y a des membres du PDC qui sont... Maintenant, c'est RHDP qui ont été et qui sont restés dans le gouvernement et qui sont devenus aujourd'hui RHDP. Et chaque jour que Dieu fait, il y a des membres des partis politiques de l'opposition qui viennent au RHDP aussi, qui occupent des fonctions. Donc, il faut démissionner de son parti et de vous... Pas forcément. Avant de... Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce que il y a même aussi des postes où on fait des appels à la candidature, où tout le monde vient candidater. Ce n'est pas forcément les cas du RHDP. Mais vous avez compris ma question. J'ai compris votre question. Mais pour vous dire que vous parlez après comme une espèce de gouvernement d'union nationale. Mais ça fait 15 ans. C'est ce que vous dites. Ils sont dans l'opposition. Oh, mais après, j'arrive. Non, laissez-moi finir. Ça va faire 20 ans. Laissez-moi finir. Vous parlez tout à l'heure de stratégie. Vous voyez? Des personnes qui ne sont pas capables de reconnaître leurs erreurs. Et quand vous leur posez la question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas sorti de plan B, ils vous disent que c'est les tests. Mais là, ils parlent de textes. Mais quand le Conseil constitutionnel dit
voici la loi, donc vous ne faites pas partie de cette loi-là, ils disent que les tests ne sont pas bons. C'est de 1. De 2, pour revenir à Nayo, dès que les éléments de Nayo sont produits, le préfet et les chefs coutumiers ont raconté la population pour parler avec elle. Ils ont arrêté les coupables. J'arrive, laisse-moi finir. Et quand le président de la République mettait en place la chambre des chefs des rois et chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, on trouvait à dire que c'était une institution budgétivore. Mais maintenant, on voit bien l'importance de ces chefs-là quand il s'agit de régler des conflits entre populations. Vous comprenez? D'accord. Maintenant, il parle comment on appelle, des élections législatives. Monsieur Logbo s'était vertueux à expliquer des choses, mais c'était carrément un fourre-tout. Je n'ai pas saisi vraiment grande chose de ce qu'il disait. Maintenant, le RHDP, dans toute sa structuration, dans toute sa nomenclature, le président de la République instruit les ministres, les cadres, pour que chaque week-end, ils aillent dans leur région pour travailler, pour se mettre au service des populations. Mais pourquoi il fait tout cela? Pourquoi il fait tout cela? Mais parce qu'il sait qu'il y a des élections qui vont arriver où il a besoin aussi de considérer son pouvoir. Et pour considérer ce pouvoir, ça vous fait rire, mais voilà pourquoi vous n'êtes pas organisé. Vous prenez tout à la légère. Maintenant, quand ces cadres-là vont dans leur région, ils posent des actions pour les populations. Quand l'élection municipale arrive, mais que l'élection législative arrive, mais vers qui, comme disait mon cher ami Oguina, vers qui ces personnes vont se retourner? Vers des personnes là qui viennent chaque semaine travailler pour nous. Donc, au fond, vous ne répondez pas à ma question. Ben, laquelle? Monsieur Diaby, je ne sais pas, c'était le 11 octobre, n'est-ce pas, la Grande Marche? Oui. C'était le 11 octobre dernier. Ce qu'on a vu dans les rues, ce n'était pas que des badauds de jeunes désœuvrés. On a vu des Ivoiriens responsables, des parents, et même des grands-mères. Des grands... Oui, ça, c'est du 9. Donc, ça, c'est du 9, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas le 9, il parle de... 9 août. Non, il ne parle pas de 9 août, il parle de la marche qui a été interdite, c'est ça? Non, le 9, ok, d'accord. Le 9 octobre, alors, enfin, le 9 août, oui, ok, d'accord. C'était pas des badauds qu'on avait vus dans les rues. Hein. On a vu des Ivoiriens responsables qui réclamaient une chose, l'inclusion. Et ça, on ne peut pas rester sourd à ça. C'est pour ça que je vous posais la question. Je vous réponds. Est-ce que vous avez pris la mesure de ça? Je vous réponds. Pour mener, comment on appelle, ce genre de manifestation, vous allez comprendre pourquoi, il aurait fallu qu'il y ait d'abord une autorisation. Et l'autorisation étant donnée, la manifestation a été comment on appelle, encadrée comme il se devait. Oui. Ça a permis à toute la population, bien sûr, tout le monde proche du PPAC. C'est ça, et ils étaient nombreux. Parler. C'est de bonne guerre. Bien sûr. Si le RHDP aussi veut organiser une manifestation, j'arrive, parce qu'il faut faire le parallélisme aussi. D'accord. Si le RHDP aussi veut organiser une manifestation, il y aura aussi... Mais vous êtes déjà au pouvoir. Non, il faut déjà au pouvoir. Non, ce n'est pas les mêmes enjeux. Oui, ce n'est pas les mêmes enjeux. Mais maintenant, ce que vous demandez, et je vous ai déjà répondu, peut-être que vous n'avez pas fait attention, que former un gouvernement d'union nationale, peut-être qu'il y a une crise dans le pays. Mais on ne voit pas la crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Donc, c'est parti pour 5 ans. Donc, maintenant, si le président de la République décide que je veux mettre telle ou telle personnalité, c'est à lui de décider. Maintenant, est-ce que si on prend une personnalité du PDC, du PPAC pour mettre dans le gouvernement, qu'est-ce que dirait leur parti politique? Déjà ça dépend si c'est dans le cadre d'un dialogue national de réconciliation. Parce que vous êtes il ne peut pas avoir de dialogue de réconciliation, puisqu'on estime qu'il n'y a pas de crise. Voilà, c'est ça. Pour avoir un dialogue de réconciliation, il faut qu'il y ait une crise. Voilà, il n'y en a pas. Et c'est la fin, malheureusement, de cette émission. Allez-y très rapidement, monsieur Legault, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Lorsqu'on donne un ministre de la République le rôle des partis dans sa région pour participer au développement, je veux vous dire qu'avec le rattrapage ethnique, ce n'est pas dans toutes les régions qu'il y a un ministre. Aussi, le RDR parle d'incohérence, parce que nous disons qu'il faut respecter le schéma démocratique en partant aux législatives. Et ils trouvent ça incohérent. Mais en 2011, en 2001, mais le RDR était au municipal. Ils ont d'abord refusé d'aller aux législatives. Mais Souk Babo qui ne les reconnaissait pas, mais ils étaient partis au municipal. Ils étaient partis au municipal. Et ils sont restés là à prendre les régions en otage et ils ont continué à préparer la rébellion
à financer la rébellion qui devrait plus tard réussir son coup d'État en 2011. Il faut que M. Logbo... Non, je veux pas te laisser parler. Ton parti non, c'est pas grave, je suis d'accord. Non, il y a quelque chose, il faut que tu puisses accepter. Je suis très calme. On est venu sur ce plateau pour parler du bilan. Mais j'allais y arriver. J'arrive, pas du bilan. Mais c'est ma parole. Non, c'est pas ta parole parce que tu ne fais que revenir en arrière sur des choses. Non, mais si, on n'est pas là pour parler de cela. On avance pour rester bloqué. Allez, on avance. Ça ne sert à rien. Comme nous voulons marcher dans un chemin tracé par la démocratie. Et puis, pour revenir... Votre mot de la fin. Mon mot de la fin... Au défi. Voilà. Au défi. Alors, il est le président. Mais nous... Il est élu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Allez-y, monsieur. Un président qui vient au pouvoir par un coup d'État n'a pas de mandat. Ça, D'abord, c'est ce que je voulais dire. Donc, non, je n'ai pas fini. Il n'a pas de mandat pour 5 ans. Et ça nous impose une résistance permanente contre ces injustices faites au peuple de Côte d'Ivoire. Très bien, nous sommes le 4 novembre à partir d'aujourd'hui. Dès lors que la victoire est validée, le prochain président de Côte d'Ivoire est connu. Il s'appelle Alassane Ouattara et c'est lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Votre mot de la fin. Ils sont enfermés dans une obsession de conservation de pouvoir par tous les moyens, par la violence et tout. Et ils pensent que ce modèle, c'est un modèle pérenne qui va leur profiter tout le temps. Et moi, je peux leur dire que ça ne marchera pas toujours. Parce que bien avant, il y a eu des régimes plus forts, plus structurés que ce qu'ils font comme là. Le FPI. Merci. Ce qu'on est en train de faire, là, c'est pour construire l'avenir du pays. Donc, même si par un heureux hasard, ce mandat-là arrive à terme, il faudrait que vous essayiez dans vos partis de convaincre les gens qu'on ne peut pas vivre dans un pays où un camp peut tuer impunément. Là, il y a 33 personnes qui sont mortes. Aucune arrestation. On laisse la justice. Merci pour votre mot de la fin. Alors, sécurité, vous avez dit, c'est vrai que vous avez fait d'énormes efforts ces 15 dernières années pour sécuriser votre pays, la Côte d'Ivoire, qui reste épargné par le terrorisme, ce mal qui gangrène et la sous-région. C'est vrai que les autorités militaires de votre pays ont réussi à sécuriser ce pays. Donc, vous l'avez dit en énumérant les priorités, sécurisation, paix et sécurité. Et puis, le premier, c'est rendre l'administration ivoirienne plus efficace au service des Ivoiriens. Et nous avons évoqué la question de la cherté de la vie. J'imagine que ça fait partie des priorités aussi. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Nous sommes passés de taux de pauvreté de 57 à 30. À 37. Bon, ça, c'est des choses macroéconomiques que le FMI et les institutions. L'Ivoirien en revanche, je vois que vous venez de passer, et c'est très important aussi de le souligner, que la Côte d'Ivoire va avoir un budget de 17 350 milliards de francs CFA pour le budget 2026. Comparé, c'est une augmentation de 13%. Comparé au budget, vous allez vérifier, il y a 6 000 milliards qui seront empruntés, en fait. Mais on est passé en 2011 de 5 000 milliards. La Côte d'Ivoire a commencé, le président a commencé avec un budget de 5 000 milliards. On est aujourd'hui à 17 000 milliards. C'est quelque chose qu'il faut... Si c'est mis au service du peuple ivoirien. Je peux réagir là-dessus. Allez, un mot rapidement. L'augmentation du budget répond au développement du pays, au développement de l'économie du pays. Et quand on prend de 2011 jusqu'à 2025, tous les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire, on voit que ça se compense avec le budget de la Côte d'Ivoire. Mais comme on a dit, développement, vous avez parlé de l'IDH, n'est-ce pas? L'indice du développement humain. Le développement humain, c'est pouvoir se soigner sans se ruiner. On peut comprendre les frustrations. Nous ne sommes pas frustrés. Si. Nous voulons améliorer les choses. C'est normal. C'est normal. On va leur souhaiter un quinquennat paisible. Vous faites le décompte macabre à chaque fois. Mais si vous tuez, on a bien de compter. S'il vous plaît, c'est notre conseiller. Il tue, il ne veut pas qu'on compte. Qui a le dernier mot. S'il vous plaît. Bien sûr. On reste calme et discipliné autour de cette table. Je pense que vous êtes tous revenus là-dessus. C'est les prochains défis, effectivement. C'est effectivement une Côte d'Ivoire un peu plus inclusive, avec toutes les couches de la population, et puis le défi sécuritaire, économique, parce qu'il y a quand même une dette publique qu'il va falloir surveiller, et puis la jeunesse doit être un peu plus
impliqués dans toutes les parties du gouvernement. Et puis enfin, j'aimerais dire que la lutte contre la corruption doit aussi être le focus 1400 de milliards ce par an. quinquennat. 1400 milliards. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré à la Côte d'Ivoire, où le Conseil constitutionnel a proclamé ce 4 novembre définitivement élu le président Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Je rappelle que NCA est désormais sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 9 et Canal 573. Nous sommes également sur Free TV, Canal 426. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.